Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, deuxième période de cette émission. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi de passer 90 minutes en notre compagnie. On a pas mal de choses à vous proposer, mais avant de continuer et de dérouler notre beau programme, eh bien, je vous rappelle qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Si vous connaissez des passionnés de sport, qu'ils soient au Japon, qu'ils soient en France, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Canada, eh bien, dites-leur de se connecter avec nous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Allez, une grande team qui est toujours là, Yellow et Roger Stéphane. Ah. Vous avez été réclamé hier par un téléspectateur. Ah, mais c'est bien. Ouais. Delany. Ah. Voilà. Ok. Et ben voilà, donc... je suis là. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, Roger Stéphane est avec nous tous les jeudis. Allez, on va pouvoir passer à notre invité. Oui. La Grande Team reçoit ce soir le patron du ballon rond en Afrique de l'Ouest. Recevons Monsieur Boureima Balima, directeur exécutif de la zone UFOAB, de la zone B, voilà, de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Voilà. Bonsoir. 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 Installez-vous confortablement. Merci. Comment allez-vous ? Comme d'habitude, très bien. Bon, eh bien, on est ravis de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes donc le directeur exécutif de la zone UFOAB. Quelle est la situation de l'UFOAB comparativement au moment où vous avez pris fonction? Merci pour cette opportunité de parler de l'UFOAB et surtout de parler du football dans ma juridiction sportive. Je suis venu trouver l'UFOAB dans l'état où il était. Et je crois que nous avons essayé de remettre tout ce qui n'allait pas, notamment la gestion, l'état des lieux qu'il fallait nettoyer, à savoir tout ce qu'il y avait comme passif, et aussi de refaire vivre l'UFOAB à travers la zone, et même en Côte d'Ivoire ici, où certains ne savaient pas l'existence de l'UFOAB. Et je dis Dieu merci, avec la presse et les amis sportifs, nous avons essayé de lever le défi. Et aujourd'hui, on parle bien de l'UFOAB, me voilà devant vous. Merci. Alors, regardez un peu le contexte de votre arrivée donc, en tant que directeur exécutif de l'UFOAB. Sur ce que j'ai pu observer et entendre également, il y avait un léger chamboulement dans certaines zones sur le continent. Il y avait une délégation de la FIFA qui était à Abidjan, qui a été délocalisée au Sénégal, qui était dirigée à l'époque par l'Ivoirien Kablan Sampon, si ma mémoire est bonne. Et à cette époque-là, on disait que Infantino et Aman Ahmad, du temps où ils s'entendaient très bien, étaient en train de déboulonner un peu les hommes d'Issa Yatou. Et c'est dans ce contexte-là que vous arrivez en 2020. Alors, j'envoie cette question. Est-ce que vous êtes un homme d'Ahmad Ahmad ou vous étiez un homme d'Ahmad Ahmad, puisqu'il n'est plus aux affaires maintenant? Je crois que c'est de mauvaise guerre, parce que je suis venu suite à un appel à candidature. D'accord. Et cet appel à candidature, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait quelqu'un qui est du milieu du football. J'ai été une ancienne gloire. J'ai été entraîneur. J'ai entraîné mon équipe après ma carrière sportive. J'ai dirigé, j'ai été secrétaire général de mon club avant d'être secrétaire général de la fédération. J'ai fait la diplomatie. J'ai fait Accra, j'ai fait Washington. J'ai été député. J'ai un master en économie et développement et le management du football que je l'ai obtenu. J'ai un bachelor en ressources humaines, c'est-à-dire le management. Je crois que mon profil, je n'ai pas usurpé. C'est une décision collégiale, animée par la décision de tous les présidents de la zone, les instances de la FIFA et de la CAF. Bon, pour mettre fin au débat, sur ça, vous n'êtes pas un homme d'Ahmad Ahmad, venu remplacer un autre homme d'Issa Yatou à l'époque. C'est pas ça. Le football, il n'y a pas un homme d'Ahmad Ahmad ou bien un homme de... En fait, ce sont ces tiraillements-là qui nous mettent
derrière, comme on dit dans le jargon africain, je crois que c'est des préjugés que nous devons nettoyer de notre tête. Aucun n'est un homme de l'autre. Et nous sommes tous des frères déjà, d'abord. Et je crois que nous venons pour une option. Et même si je suis venu sous le mandat d'Ahmad, c'est l'élément qui a été choisi parmi tant d'autres. Et à travers son CV et son profil, je crois que je n'ai pas usurpé la place. Très bien. D'accord. Alors, M. Bourima Balima, est-ce que vous avez le sentiment que toutes les associations membres s'impliquent pour faire avancer l'UFOAB? Je crois que la dernière Assemblée générale à Accra l'a beaucoup prouvé. Tous les présidents y étaient, tous les secrétaires généraux y étaient. Le secrétaire général, l'actuel secrétaire général de la CAF, y était. Et je crois que c'était la retrouvaille. La retrouvaille parce que beaucoup de points ont été évoqués, notamment la restructuration de l'UFOA et la nouvelle vision de la CAF et de la FIFA que l'UFOA compte implémenter pour le développement du football dans l'Afrique. D'accord. Alors, comment se passe la cohabitation ou la collaboration, je dirais, avec la CAF aujourd'hui? Mais la collaboration, l'UFOA est une direction de la CAF. Donc, je ne vois pas de problème. Bon, il y a un autre dossier. Il y a eu la déchirure en 2011. Si ma mémoire est bonne, l'UFOA, c'était 16 pays. Oui. C'était l'une des organisations les plus puissantes sur le continent africain, avec 16 pays. Oui. Et on l'a divisé en 2011 en deux. L'UFOA A avec 9 pays et l'UFOA B avec 7 pays. Est-ce qu'à partir de cet instant-là, on a fragilisé cette union régionale en ce qui concerne les prises de décisions ou bien, je dis, l'influence des décisions au niveau de la Confédération africaine de football? Bon, ça c'était une décision plutôt politique. Bon. Parce qu'à l'époque, effectivement, quand vous prenez l'UFOA, vous voyez que les grandes équipes des nations de football, c'est en Afrique. On n'a pas besoin d'aller loin. Le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée, effectivement, faisaient la force de cette zone. Bon, pour des raisons politiques que certains ont voulu exploiter en voyant comment favoriser certains ou d'autres afin de pouvoir... alors là, donc expliquez-nous bien, alors, ça tombe bien, puisque vous êtes le directeur exécutif de l'Union. On a dit à l'époque, on a dit à l'époque que c'était pour fragiliser Jacques Anouma, l'Ivoirien, et Amos Adamou, le Nigérian, qui ont été eux-mêmes présidents de l'UFOA. C'était pour les fragiliser, parce qu'à une certaine époque, ces deux personnalités-là montaient en puissance et elles avaient des visées sur la Confédération africaine de football. Quand je vous entends, cette thèse-là m'a l'air juste sur ce que vous venez de dire là, en ce qui concerne la décision de 2011 de diviser cette union. Mais vous qui êtes les journalistes, c'est vous qui avez tous les dossiers. Nous, on pose des questions aussi. Ah non, mais les dossiers... Aux principaux acteurs. Mais on ça, pose des questions aux principaux acteurs. Chez moi, la page est tournée. Nous sommes en 2021 et je vois ce qui arrive devant moi, pas ce qui est derrière moi. Mais c'est juste. Ça a été fait ainsi. Vous parlez de manœuvre politique. Oui. C'est juste, ça a été fait ainsi. C'était dressé contre Jacques Anouma et Amos Adamou. Mais c'est une question ou une affirmation? Oui, je pose une question. Mais vous venez de l'affirmer. Vous venez de l'affirmer. Si vous l'avez affirmé, j'ai plus besoin de répondre. Voilà. Bon, d'accord. Le diplomate est bien habile. Alors, récemment, la CAF, par la voix de son secrétaire général, a décidé de donner davantage de pouvoir aux associations régionales. Quel est votre commentaire là-dessus? Mais une très bonne option et une très bonne vision parce que actuellement, la CAF veut décentraliser beaucoup d'activités et mettre les zones en mire. Alors, il y a beaucoup de compétitions qui seront maintenant confiées aux zones. Pas seulement les compétitions. Il y a aussi ce côté formation au niveau des administrateurs, au niveau des encadreurs techniques et surtout les remises à niveau, surtout du domaine technique, notamment les entraîneurs. Et nous voyons qu'avec cette décision, il y a beaucoup de choses confiées aux zones et cela implique tous les amoureux. Je veux dire, la presse, et c'est surtout vous qui devez faire ce travail. La moindre chose, on accuse ceux qui sont sur le terrain, mais je vois que quand vous voyez la Champions League européenne, mais c'est la presse qui a fait ça. Quand on voit
les paysans qui ne savent même pas qui est Barça, ils connaissent Messi de son père jusqu'à sa mère. Mais c'est vous les journalistes qui faites ce travail. Et je crois que sur le terrain africain, c'est ce que vous devez faire aussi pour le développement du football. On ne voit seulement que les acteurs. Mais pourtant, moi je vois que le travail incombe aux journalistes et met dans la main le travail sur la nous, on vient un peu en amont. Il y a un travail qui est fait en aval. Je me souviens que l'Union a été créée en 1975, si je ne m'abuse. Oui. Il y avait à l'époque de très belles compétitions. Oui. Il y avait la Coupe CEDEAO, une fois, Amical Cabral, je crois, du nom d'un politicien de la Guinée-Bissau, etc. Entre 1979 et 2011, un truc comme ça. Et à l'époque, on sentait vraiment une effervescence dans la sous-région, l'implication du politique, les dirigeants, etc., etc. Mais sur ces dernières années, on a le sentiment qu'on ne voit pas bien l'UFOA. À partir de cet instant, ce n'est pas vraiment la responsabilité des journalistes. C'est la responsabilité de ceux qui sont les acteurs, qui organisent, qui montent les compétitions, avant que nous, les journalistes, nous ne venions faire notre travail. Ouais, pour une petite histoire, sachez qu'en 1976, mon premier match international, la Coupe au football, c'était à Abidjan, ici. Abidjan. Avec les faux, c'est ça? Exactement, avec les faux. D'accord. J'étais le gardien de but. C'est bien ça. Et Dieu faisant les choses, je suis le responsable de cette zone maintenant. Donc, de A à Z, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, j'ai suivi tout ce qui devait être pour le développement du football. Effectivement, vous dites, le football ne peut pas se développer sans ce côté politique, ce côté sportif. Ce sont deux choses liées, parce que c'est d'abord une option. Quand la Guinée brillait de tous les mille feux, Sékou Touré était là. Quand le Black Star, à l'époque, brillait de tous les mille feux, Kwame Nkrumah était là. Donc, même au moment où le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, s'est rendu compte que le football était un levain pour la jeunesse, mais immédiatement il s'est mis et les éléphants ont pris la coupe au Sénégal. Donc, en 92, oui. Oui. Donc, vous voyez que cette symbiose amène à nous-mêmes à nous remettre. Ce n'est pas pour rien que maintenant, vous voyez que le football, qui était typiquement réservé pour, disons, les non politiques, maintenant, la politique s'y insère. Quand on parle de construction des stades, c'est une option politique. Et je vais vous donner un exemple. Pourquoi le football burkinabé est parti? En 1998, lors de la CAN, il y a les terrains d'entraînement qui étaient autour de Ouaga et de Bobo. Après la CAN, l'option politique a voulu que ces terrains soient concédés aux clubs qui n'ont pas de terrain. Et sans mentir, j'étais surpris quand je suis arrivé à Abidjan ici et savoir qu'il y a des grands clubs qui n'ont pas de terrain. Mais on me dit ça à Ouaga, moi je ne croirais jamais. Mais c'est ça qui doit être le levain de l'option politique pour aider les clubs à commencer le professionnalisme. D'accord. Alors parlons d'autre chose. Lundi dernier a eu lieu le tirage au sort des qualifications pour la Ligue des champions féminines de la CAF. Déjà, comment vous réagissez à l'instauration d'une telle compétition? C'est un très bon produit pour le développement du football féminin. Et cela ne s'arrête pas seulement à ce début de première édition. Il faut, comme je l'ai dit, que vous tous vous participiez. Parce que depuis que je suis là, je suis les compétitions féminines depuis le début du championnat. Mais je ne vous ai pas encore vu sur un terrain. Pourtant, vous devez, ne serait-ce qu'une fois, venir. Pour jouer? Non, pas pour jouer. Pour accompagner. Pour accompagner. Bon, mais nous suivons. Oui. Bon, c'est en fait, je veux dire que ce développement du football féminin doit permettre l'émancipation de la femme, doit permettre à la femme de sortir de son milieu timide. La femme n'est pas faite seulement pour la cuisine. Vous savez que maintenant le football paye. Et il y a certains pays même déjà qui ont aligné
les primes des équipes féminines au même rang que les hommes. Vous savez ça, il y a oui, oui. Brésil, donc le Brésil et en Afrique, aux États-Unis. Même en Afrique, la Sierra Leone. Et en fait, c'est pour amener le genre à s'intéresser plus. Et plus il y a l'APA, plus je crois que la participation sera forte avec l'appui de tout le monde. Absolument. Alors, par rapport au football féminin, dites-nous comment est-ce que vous appréciez la qualité de nos différents clubs en Côte d'Ivoire? Le football féminin? Oui. Bon, vous savez que pour une fois encore, je suis triste quand je vois la Côte d'Ivoire dans cette situation. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de football. Et un grand pays de football. Il ne devait pas avoir cette situation de normalisation. Donc ça impacte négativement sur le développement du football. Parce que tout le programme d'activité qui a été élaboré pour continuer est coupé et une nouvelle équipe reviendra pour repartir à zéro. Et en fait, c'est ça l'Afrique. Il faut que nous mettions tous ces petites histoires de querelles de personnes, de querelles. D'une manière indirecte, ça joue sur les structures que nous voulons ou pas. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse toucher comme ça pour dire voilà, c'est tel. Mais ça impacte négativement sur le développement du football. Par rapport à la qualité des clubs, ce sont les 11 sœurs de Gagnoa qui représenteront la Côte d'Ivoire. Quand on a vu leurs prestations dans le championnat, ça faisait vraiment peur parce qu'elles, pour moi, n'étaient pas... Ça fait peur parce qu'elles n'ont pas de compétition. Okay. Elles n'ont pas peut-être eu le temps aussi de faire un bon recrutement. Mais alors justement, sans vouloir vous interrompre, pourquoi les compétitions des clubs ont du mal à se mettre en place dans votre zone? Dans notre zone, les compétitions de... Les compétitions de clubs. Lesquels clubs? Club masculin ou club féminin? Féminin. Oui, c'est ce que je dis. C'est un début. Même la Champions League, c'est la première édition. Mais en fait, c'est tout un ensemble. Un ensemble, je veux dire même que notre zone a fait un grand pas. Il y a des pays, vous prenez le Maghreb. Bon, il y a des considérations religieuses, sociales, mais il n'y a que 4 équipes, 4 clubs qui se sont engagés. Et ma zone, sur 7, il y a 6. Et dans certaines zones, seul en Afrique du Sud, où le taux est un peu élevé, cela démontre la considération qu'on a pour la femme. Qu'on veuille ou pas, nous sommes en Afrique où la femme, il y a certaines choses qu'elle ne doit pas faire. Et je crois qu'avec le temps, elles viendront d'elles-mêmes appuyer même des hommes. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle de votre pays, le Burkina Faso, qui est confronté à un problème d'infrastructure sportive. D'ailleurs, le stade du 4 août de Ouagadougou fait partie des stades qui ont été suspendus par la CAF. Comparativement à la Côte d'Ivoire, comment se passe la gestion des stades chez vous? Bon, vous savez que les stades, c'est des infrastructures construites par l'État. Et moi, ce n'est pas que je suis libéral. Tout ce qui est géré par l'État semble être pour l'État, pour tout le monde, mais personne ne s'en occupe. Et en Afrique, on a ce problème de suivi et de maintenance de tout ce qui est infrastructure. Une fois qu'on a les infrastructures neuves, on l'utilise pendant quelques années, et puis bon, on n'investit plus et on ne les maintient pas. Et c'est ça le problème en Afrique. Je crois qu'avec la nouvelle politique de la FIFA, qui veut professionnaliser le football, nous sommes amenés à changer le fusil d'épaule. Alors, M. Bourima Balima, dernière question pour vous. Quels sont vos challenges pour les années à venir? Très bonne question. Nous voulons surtout mettre l'accent sur la relève. Et aussi avec le championnat interscolaire panafricain qui arrive, je crois que nous devons beaucoup travailler dans ce domaine.
Et je suis très content. Quand je sillonne le week-end, je sillonne pour voir comment les Maracanã se jouent ici, les enfants. Et il y a des talents en Afrique. Et un de mes amis disait, peut-être vous le connaissez, Karambo Christian, il dit l'Afrique a le plus grand talent du monde et l'Europe a la plus grande organisation. On prend nos talents, on va, s'organise là-bas, et on nous tape. C'est à nous de savoir poser cette organisation-là chez nous. Vous prenez la licence des clubs. En fait, beaucoup de clubs vont grincer les dents. Mais c'est de là que partira le professionnalisme. Un club de première division qui n'a pas de terrain, qui n'a pas de bureau. Terrain, c'est trop demandé. Ben, allez chercher siège d'abord. Mais terrain, c'est trop demandé. Voilà. Il n'y en a pas du tout. Exactement. Allez chercher siège. Et je crois que les décisions qui vont venir d'ici quelque peu, tout club qui n'a pas de terrain ne peut pas être affilié. Ah, ça. Et ça sera, les gens vont grincer les dents. Mais c'est ça, c'est la vérité. Ah oui, oui. C'est la relève et l'organisation. Exactement, exactement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Attendez, je siffle quand même. La fin du match. Ah ben absolument. Pas un pénalty. C'était animé hein, au début, mais ça va. Ça, non, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à Monsieur Bourema Balima. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'UFOAB. On vous souhaite vraiment bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Et merci. Et surtout, je demande votre appui. Mais vous l'avez. Merci beaucoup. Mais vous l'avez. Merci. Et regardez bien au terrain. On est là pourtant. Ok, je vous attends. Ouvrez les yeux. Merci ouvrez beaucoup, les yeux. merci beaucoup. Chose promise, chose due. Absolument. Merci beaucoup. Allez, ne bougez pas, vous également à la maison, puisque juste après la pub, nous parlerons de l'affaire des primes impayées. On va parler des éléphants olympiques. Et puis on parlera également de Mario Balotelli, opération Renaissance en Turquie. Un beau programme, donc à ne surtout pas manquer. Ne zappez pas, restez avec nous, on revient dans un instant.